Je regarde à la fenêtre d'une chambre miteuse d'un hôtel bon marché. La pluie s'écrase sur la vitre, tout en me plongeant dans mes pensées, en me demandant comme à mon habitude ce que je fais là. Et comme un geste mécanique, mes lèvres affichent un sourire ironique. J'ai toujours considéré ma vie comme trop tranquille. Les murs de la maison de mes parents, puis la mienne m'ont toujours paru trop petites. Et au fond de moi, j'ai toujours rêvé d'aventure, d'explorer des endroits inconnus, découvrir de nouveaux territoires. Mais à mon grand malheur, je suis né 150 ans trop tard. Je m'étais résigné, dès l'enfance, à vivre une vie morne. Et puis est arrivé Dennis. Dennis venait des États-Unis. Sa mère était française et son père américain. Enfant, il était incroyable. Il était curieux de tout, s'émerveillait de la moindre chose, voulait tout savoir. Et il n'était pas avare en connaissances. Il arrivait même à trouver des théories farfelues sur des choses qui n'existaient pas. Beaucoup le trouvaient étrange, voire un peu fou. Mais moi, je le trouvais fascinant, intelligent, brillant. Et par la force des choses, je suis devenu ami avec lui. Et je peux dire que niveau aventure, j'ai été servi. Il m'entraînait partout dans ses enquêtes imaginaires, ses expéditions dans des terres inconnues, aux noms imprononçables. J'avoue, ma soif d'aventure était servie, et j'aimais ça. Par contre, ma mère, un peu moins, qui souvent était en colère à la vision de mes vêtements dans un piteux état. Petit à petit, nous avons grandi, et grâce à lui, j'ai développé mon imagination. Quand j'ai fini mes études, je suis devenu, tout comme lui, romancier. J'étais spécialisé dans l'heroic fantasy et la science-fiction. Et lui, dans les romans horrifiques et policiers. Ses livres étaient géniaux. J'ai toujours été surpris de la façon qu'il avait de créer des théories dans ses romans et cette facilité qu'il avait de maintenir le lecteur jusqu'au dénouement final. J'avoue, ces deux styles littéraires lui allaient très bien. Grâce à nos talents, nous avons pu vivre de nos passions. Et même si parfois on était très loin, on restait toujours en contact. Et on se voyait toujours à la moindre occasion. Je pensais que rien ne pouvait entacher cette belle amitié. Mais je me suis trompé. Il y a 6 ans, Dennis a vécu un drame. Sa fille Aurélia a disparu. Aurélia était une fille que Dennis avait eue suite à une relation d'un soir alors qu'il avait 19 ans. Elle était la prunelle de ses yeux, si bien qu'il la surprotégeait peut-être un peu trop. Comme j'étais son parrain, elle venait parfois me voir pour se plaindre. Et souvent, je devais temporiser entre les deux. Le jour de son 16e anniversaire, elle avait demandé à son père de partir avec ses amis. Comme à son habitude, il lui répondit non. D'habitude, j'avoue que je ne me mêle pas de leur conversation. Mais cette fois-ci, j'avoue que j'ai mis mon grain de sel. Et je suis intervenu, en lui expliquant qu'à son âge, on avait déjà fait les 400 coups et qu'elle devait profiter de son adolescence. Bien sûr, mes mots n'ont pas été suffisants et il a fallu durement négocier. Mais après tout ça, il accepta, à la grande joie de sa fille. Elle devait se rendre sur une plaine, bordée d'une forêt. Les jeunes avaient l'habitude de venir ici pour faire des soirées entre eux. Ils en profitaient pour se baigner ou encore se promener en forêt où vivaient peut-être 2-3 sangliers et peut-être même un renard. C'était un coin qui était connu chez nous, un endroit sûr. Même Denis et moi on y était allés dans notre jeunesse. J'avoue que l'on se marrait bien à chaque fois qu'on s'y rendait. Pour dire la vérité, c'est même moi qui avais eu l'idée de cet endroit et qui l'ai proposé à Aurélia et à ses amis afin de rassurer Denis. Il devait y passer 3 jours maximum. Je n'ai jamais vu Denis aussi stressé quand elle est partie. J'ai rassuré mon amie en lui disant que tout se passerait bien et qu'en cas de problème, elle était, à quoi, 15 minutes en voiture de la maison. J'avoue que ces mots ne l'avaient pas soulagé, ou plutôt à moitié, vu qu'il me regardait avec un sourire très crispé. Moi, je regardais mon ami d'un air amusé, sûr que tout irait bien. Je ne savais pas à quel point je m'étais trompé. J'avoue que je me souviendrai toute ma vie de ce jour. Cela faisait 2 heures que je m'étais levé. J'avais avalé un bon café et ensuite je m'étais mis à travailler sur mon nouveau roman, quand mon téléphone portable sonna. C'était la femme de Dennis. Elle était en larmes et paniquée.
Elle a tenté de parler, mais je n'ai compris que quelques mots. Aurélia, souci, disparu. Denis là-bas. J'ai raccroché. Et je me suis précipité dans ma voiture. Je me souviens avoir roulé à toute vitesse. Quand je suis enfin arrivé, il y avait déjà la police et Denis. Je me suis approché alors de mon ami et il m'a expliqué ce qui s'était passé. Les amis d'Aurélia se sont levés ce matin. Ils se sont aperçus qu'elle était toujours absente. Ils ne se sont pas inquiétés au début. Ils pensaient qu'elle dormait encore. Quand dans l'après-midi, elle n'avait toujours pas donné signe de vie, ils ont alors décidé de regarder. Et à part ses affaires et son téléphone, il n'y avait rien d'autre. Elle s'était comme volatilisée. Ses amis pensaient, eux, que c'était arrivé pendant la nuit. Ils nous expliquaient que depuis l'arrivée dans cet endroit, elle semblait angoissée et stressée. Et elle regardait toujours autour d'elle et même derrière son épaule. Bien sûr, on s'est tout de suite mis à sa recherche. Pendant toute la journée, on a fouillé la forêt, centimètre par centimètre. On l'a appelée à en perdre la voix. On a fait venir des volontaires qui nous ont ensuite aidés. Et puis, la journée est devenue une semaine. Et puis un mois. Et puis une année. Mais toujours rien. Pas le moindre indice, pas la moindre trace. Comme si elle n'avait jamais existé. Petit à petit, les gens ont commencé à abandonner. Si bien qu'à la fin, il ne restait plus que Denis, sa femme et moi. Et puis un jour, la police a rendu les affaires d'Aurélia à sa famille. Et c'est à ce moment-là que Denis a commencé à déraper. Ça faisait à peine un mois qu'il avait récupéré les affaires de sa fille, qu'il m'appela. Il était comme surexcité. J'avais l'impression de retrouver le Denis d'avant ce tragique événement. Oui, Denis ? Allô, Marc ? Il faut que tu passes à la maison. Je crois avoir trouvé quelque chose. Piqué par ma curiosité, je m'y suis rendu, afin de savoir ce qu'il avait mis dans cet état. À peine j'étais arrivé, qu'il me sauta dessus. Il avait l'air d'un dément. Il ne tenait plus en place. Après s'être plus ou moins calmé lui-même, il m'invita à le suivre dans son bureau. Une fois rentré, je l'ai regardé et je lui ai dit « Bon alors, tu m'expliques pourquoi t'es excité comme ça ?» Tu te souviens ? Il y a un mois, on m'a rendu le smartphone de ma fille. Oui, et ? Eh bien, j'ai regardé les photos pour me rappeler, me souvenir des moments passés avec elle avant sa disparition. Je suis tombé sur les photos du camping et... À ce moment-là, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je me suis levé d'un bond, à mon tour, et je ne tenais plus en place, et je lui ai dit « T'as trouvé quelque chose que la police a loupé ?» Oui, je faisais défiler les photos sur le téléphone, quand j'ai vu quelque chose de bizarre à l'arrière-plan de l'une d'entre elles. J'ai placé la photo sur mon PC et j'ai zoomé dessus. Viens voir le résultat. Je l'ai suivi. Il s'est assis sur sa chaise, il a bougé la souris, et l'image est apparue. Cette photo avait été prise certainement peu de temps après leur arrivée. Il m'a regardé et a dit « C'est la photo originale. Regarde, entre la première personne et la deuxième sur la gauche. » Je me suis exécuté. Je me suis presque collé à l'écran tellement j'avais du mal à voir. Mais il avait raison. Il y avait bien quelqu'un. J'ai plissé les yeux pour tenter de voir à quoi il ressemblait. Mais c'était tout bonnement impossible. Par contre, au vu de sa taille, bon sens qu'il était grand. J'ai commencé à ressentir une lueur d'espoir. En voyant ça, je me disais que peut-être on retrouverait Aurélia, ou du moins sa dépouille, pour que mon ami puisse faire son deuil. Mais à ce moment-là, je l'ai vu changer d'image. C'était la même photo. J'ai pu voir ce qui était derrière les amis de sa fille. Et ce que je pouvais voir, j'avoue, j'avais du mal à réaliser. Il était grand, c'était indéniable. Mais ce qui m'a surpris était le reste. Il était bleu, complètement bleu. Du moins, de ce que je voyais de lui. Et il portait un drôle de masque sur son visage. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'était ses yeux. Quand je les ai regardés, j'avais l'impression de fixer le vide, comme si je regardais les orbites d'un crâne humain. Je me suis vite demandé ce que je regardais, et je pense que Denis a lu mes pensées, et il m'a dit On le surnomme le Blue Man. Le Blue Man ? Oui, c'est un être qui existe depuis probablement très longtemps. Apparemment, il kidnapperait surtout des jeunes gens, et d'autres ayant croisé son chemin sont entrés dans une folie meurtrière et ont massacré toutes les personnes dont ils étaient proches.
D'où tu tiens tout ça? Où tu as trouvé le temps de te renseigner sur ce blue machin? Sur internet, il est mentionné sur nombre de sites traitant de phénomènes étranges et du paranormal. À ce moment-là, j'ai senti tout espoir s'envoler. Et j'ai regardé mon ami, qui commençait à sombrer et à s'accrocher à quelque chose de farfelu, afin de garder un minimum d'espoir. Alors j'ai fait ce que tout bon ami aurait fait à ma place. J'ai tenté de le raisonner. Au mieux, c'est un mec qui se fait passer pour lui, pour que les gens aient peur. Non, c'est le vrai, j'en suis sûr. Mais t'as craqué? Ce n'est pas possible. Tu t'es entendu là? Ça relève de la science-fiction, ce que tu me dis. Mais enfin, Marc, on a puisé toutes les possibilités logiques et ça nous a mené droit dans le mur. Rappelle-toi ce qu'on disait quand on était gosse. Quand on a écarté toutes les réponses logiques, alors il ne reste que ce qui est illogique. Mais enfin, on n'est plus des gosses là. Il s'agit de ta fille, je te rappelle. Et même si je te croyais, tu vas leur dire quoi aux policiers? Qu'un espèce de schtroumpf de 2,50 m avec un masque de Bane comme dans le film Batman était dans la forêt au moment où ta fille a disparu? Moi je vais te dire ce qui va se passer. Ils vont te mettre la camisole. Mais les preuves sont là! Non. Ta fille a très bien pu trafiquer sa propre photo. Il y a des applications pour ça. Alors arrête de t'accrocher à des chimères. La personne qui a fait ça est une pourriture et un monstre qui mérite 1000 fois la mort. Mais il est humain. Et non une créature issue d'un folklore ésotérique venant d'Internet. Je t'en prie, ne tombe pas dans ça. Va voir un psy ou va dans un groupe de soutien et remonte la pente. Pense à ta femme qui a besoin de toi et moi ton ami qui ne te reconnaît plus. Je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison! Alors dans ces cas-là, je n'ai plus rien à faire ici. Je refuse de te voir sombrer. Je veux pas assister à ça. Je suis parti. Denis s'est mis à hurler, mais je ne comprenais pas ce qu'il disait, ou plutôt, je ne voulais pas écouter. À partir de ce jour, je n'ai plus revu mon ami. 2 ans plus tard, c'est sa femme qui est partie. Elle a demandé le divorce. Il lui a tout laissé, et il a disparu sans laisser de traces. Et puis, 3 ans après son divorce, sa femme a reçu un appel. Ça venait de la police de Nouvelle-Angleterre qui expliquait qu'ils avaient retrouvé Denis, ou plutôt son cadavre dans une maison en ruine. Quand elle m'a annoncé ça, elle était en larmes. Moi, psychologiquement, je me suis effondré. On s'est arrangé pour rapatrier le corps et on l'a enterré 2 jours après. Pendant l'enterrement, j'étais ailleurs. Je regardais sous mes yeux les résultats de mon échec. Mon meilleur ami avait eu besoin de moi et je ne suis pas venu à son secours. Pire, je l'ai laissé mourir pour une quête obscure à l'autre bout de l'Atlantique. Je suis rentré chez moi en larmes. Je me préparais à faire un long et douloureux deuil. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. 1 semaine plus tard, j'ai eu une visite des moins surprenantes. Un notaire qui m'expliquait que Denis avait changé son testament il y a 1 an. Et il m'avait légué quelque chose. Un box, plutôt grand, comme le disait le notaire, et pas loin d'ici. Après avoir signé quelques papiers, il me donna la clé et l'adresse où se trouvait ce fameux box. J'étais très intrigué, et le soir même, je m'y suis rendu. Je me demandais ce que j'allais y trouver. Quand je l'ai ouvert et allumé la lumière, j'ai découvert une chose incroyable. Il y avait au moins 2 ou 4 bureaux, et sur les murs il y avait des photos, des coupures de presse. J'en ai regardé certaines. Il y avait 2 catégories, ceux où il était marqué en rouge « montage » et les autres où il était marqué en bleu « vrai ». J'ai regardé ceux-là. Sur la première, on pouvait voir un être étrange qui avait comme tête des sirènes, et il y avait avec lui une autre personne qui lui faisait face avec une faux à la main. En bas, il était marqué « photo prise en Allemagne », trouvée sur un portable à côté du corps d'un jeune homme, tué par une faux, une rose noire posée à côté de lui. Une autre montrait un chat grotesque, cartoonesque, avec de longs bras, et on pouvait lire « Cartoon Cat », photo retrouvée dans un portable dans un centre commercial abandonné. J'ai aussi regardé une photo d'une forêt, et là, j'ai vu un être immense, sans visage,
En bas, il était marqué « Slenderman », photo prise par accident par un randonneur. J'ai aussi lu 1 ou 2 articles. L'un était en anglais et parlait du massacre d'une famille nommée les Woods. L'autre en allemand. Ce que j'ai pu traduire, c'était qu'un massacre avait été fait dans une boîte de nuit, où des criminels et leurs complices ont été retrouvés la poitrine ouverte et le cœur arraché, et une rose noire posée à côté d'eux. Ce fut au tour des bureaux, et j'ai regardé. J'ai vu un CD cassé. En regroupant les 2 morceaux, j'ai pu lire Sonic.exe. Une clé USB, où un post-it était collé dessus, marqué smileydog.jpg, image originale, ne pas brancher sur un ordi et ne pas regarder. Mais le plus important, c'est qu'il y avait un magnéto à cassette. Et à côté de celle-ci, une cassette marquée. Pour mon ami Marc, écoute-moi ici. J'ai mis la cassette dans le magnéto et j'ai lancé l'enregistrement. Salut Marc. Si tu es ici et que tu écoutes cette cassette, cela veut dire que je suis mort et que je suis maintenant aux côtés de ma fille. Je lui passerai le bonjour pour toi. Depuis notre dernière rencontre, je t'en ai énormément voulu de ne pas m'avoir cru. Mais avec le recul, si j'avais été à ta place, j'aurais sans doute réagi pareil. Je sais aussi que tu t'en voulais beaucoup pour la disparition d'Aurélia. Et je tiens à te dire que je te pardonne. C'était pas ta faute. Il faut que je t'explique maintenant la raison de ta venue ici. Vois-tu, au début j'ai traqué le Blue Man afin de lui faire payer au centuple ce qu'il avait pu faire à ma fille. J'ai commencé à rassembler des informations et recouper de nombreux indices sur cette chose, mais je me suis rendu compte que je ne faisais que frôler du bout des doigts la vérité. Le Blue Man n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, ils sont bien plus nombreux. L'existence de certains d'entre eux semble remonter à la création du monde. D'autres sont des monstres à visage humain, ou encore des entités au pouvoir presque divin. Je me suis mis à les traquer, et j'ai pu arrêter certaines de ces choses, mais beaucoup se sont révélées bien trop fortes pour ma personne seule. Et c'est certainement l'une d'entre elles qui aura eu raison de moi. Tu te demandes pourquoi je t'ai fait venir ici ? Eh bien, tout d'abord, pour te prouver que je n'étais pas un fou. Mais aussi, et surtout, parce que je voudrais que tu reprennes le flambeau après ma mort. De nous deux, tu as toujours été le plus intelligent, le plus audacieux. Je suis convaincu que tu sauras poursuivre cette quête mieux que je ne l'ai fait. Tu trouveras pour t'aider une enveloppe dans le tiroir du bureau. À l'intérieur se trouvent les coordonnées de mes autres cachettes, ainsi que plusieurs numéros de compte. Je sais que tu n'en as pas besoin, mais cela te permettra d'effectuer tes voyages en toute discrétion. Je sais ce que tu penses. Tu dois encore me prendre pour un fou, mais je n'ai que ma bonne foi pour t'assurer que tout cela est bien réel. Alors, je t'en supplie, reprends là où je me suis arrêté. Fais-le pour moi, fais-le pour Aurélia. Au revoir mon ami, et bonne chance. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai repris le flambeau, et très vite, j'ai compris que je ne pouvais pas vraiment y arriver seul. J'ai eu alors l'idée de créer les Vigilants. Nous sommes unis pour traquer et nous débarrasser des monstres qui peuplent notre monde. Nous sommes soit des témoins, soit des victimes de tragédies liées à ces créatures. Et c'est pour ça que je suis ici, dans cette chambre d'hôtel minable, pas loin d'une ville de France. Un de mes contacts m'a prévenu que l'affaire Cartoon Cat était loin d'être terminée, et qu'un jeune homme un peu instable recherchait la copie du film. Mais bon sang, mais quel fou! Je dois me dépêcher et arriver avant lui pour m'en emparer, car si j'arrive trop tard, je ne sais quelle catastrophe cette créature pourrait engendrer.